Donc l'association a été fondée en 2013. En 2014, nous étions dans une autre association. En fait, chaque fois qu'on écrit aux élus, on n'a aucune réponse. Rien. Bon, voilà. Les élus Guadeloupe, Martinique, on leur écrit, voilà, aucune réponse, rien. Bon. Donc nous sommes un petit peu orphelins, sans papa, sans maman. Voilà. C'est pour ça que j'ai remercié autant Daniel Obono. Elle n'est pas de chez nous, mais elle a fait parce qu'elle nous disait qu'elle était élue de la France, quoi. Voilà. Les sortes de conférences que vous faites ça aussi aux Antilles. Ah oui. Et les élus, ils viennent participer aussi à ces réunions. Dès quand les médias viennent, nous sommes contents. C'est pas toujours, c'est pas facile. Les élus ne viennent pas. Ils ne sont pas intéressés, ils ne se sont pas concernés, ils se sont... Dans une colonie, le rôle des élus, c'est de se faire réélire. Ils s'en foutent de la population. Et ce qu'ils attendent, ce sont les bons points et les financements de l'État. Et ça, c'est... Macron ne veut pas payer. D'ailleurs, aucun avant lui ne voulait payer. Donc, il ne faut pas fâcher le président. Il faut être un gentil élu. Donc, dans les colonies, c'est comme ça. Et moi, c'est quand j'ai commencé à travailler sur le dossier du chlordécone, et je suis devenu anticolonialiste. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me demandais, bon, est-ce que nos trucs ne risquent pas de se chevaucher, nous dire, bon, je t'ai dit, il n'y a pas de danger, ça va pas de chevaucher. Il n'y a pas de danger. Parce que moi, le si peu de temps que je suis arrivé là, Attends, je vais vous passer le micro à chaque fois pour que tout le monde puisse participer à la conversation, parce que sinon, c'est un entretien. Le si peu de temps que je suis resté, quand j'ai entendu, par rapport aux enfants, l'avenir, c'est les jeunes aux Antilles. Quand je vois ça, mais je me suis dit, mais quel avenir pour les Antilles? Quel avenir? Vous n'avez pas de réponse. Moi, ça me fait peur. Il faut qu'on la dise. Oui. Encore remercier, je parle aussi en créole, je suis un Guadeloupéen. Je vous remercie, encore remercier Philippe Verdol pour l'éclairage là. Ça profondément, quand même moins triste. Ça me rend vraiment triste. Vraiment, je suis un Guadeloupéen, je suis un citoyen du monde. Mais je suis aussi attaché à ma terre natale. Et quand j'entends ce que j'entends, et je vois ce que je vois, c'est profondément terrible. Beaucoup de choses me traversent l'esprit, mais la question que je voudrais poser à Philippe Verdol, est-ce que tout est lié dans ce que vous avez dit, vous l'avez très bien exprimé, rien ne se fait par hasard, vous avez parlé d'un problème politique, parce que effectivement le politique et le fonctionnement, vous avez en préambule parlé de Victor Schellcher, on le vit encore, ce qu'on appelle, pour certains, s'ils le connaissent, le Schellcherisme, l'assimilation complète. Et au jour d'aujourd'hui, certains d'entre nous, certains l'ont entendu sur les réseaux sociaux, on parle de disparition du peuple guadeloupéen. Vous l'avez suffisamment explicité à travers ce empoisonnement annoncé, organisé. Quelle solution que vous préconisez véritablement pour sortir de ce problème qui est vraiment un problème qui concerne directement la France, hein. Visiblement, quand je me retourne dans la salle, majoritairement c'est des daumiers, alors que c'est un problème qui devrait concerner tout le monde. C'est un peu dommage. Quand on parle aussi de cette question de la traite coloniale et de l'esclavage, le 27 avril à la mairie de Paris, c'était la même chose, les daumiers étaient présents. Il y a une volonté, même si effectivement je salue aussi la mairie du 19e arrondissement d'avoir organisé cette conférence, mais ce que je regrette, c'est on nous a enfermés de ce problème-là, même si nous sommes directement concernés, la problématique politique revient encore, nous sommes des Français entièrement à part, à travers ce que vous avez dit, à travers d'autres choses aussi nous sommes directement concernés. Quelle solution vous préconisez, mais aussi quelle alternative pour enrayer en termes de consommation en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, quelle alternative en termes de consommation pour les Iliens?
c'est-à-dire que c'est à la fois simple et complexe de répondre à la question. Simple parce que, en fait, tout est à faire. Tout est à faire. Je termine la relecture d'un ouvrage que je dois publier. Ce sont des propositions pour le 4e plan chlordécone qui doit venir à partir de 2020. Le 4e plan chlordécone. Bon, alors, des propositions, jusqu'à présent, les plans chlordécone sont des plans nationaux, mais il serait temps peut-être que soit impliqué au plan régional aussi. Donc, proposition pour le 4e et pour l'émergence de premier plan régional. Derrière, j'en suis à peu près à 105, 110 mesures. 110 mesures que je ne peux pas présenter là, parce qu'il me faudrait les commandes, laisser la cartographie des sols, la mise en sécurité sanitaire, etc., en étant ordonné, regroupé, bon, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il est surtout nécessaire qu'on se mette tous ensemble pour réfléchir. Alors, quelqu'un m'a demandé, et les élus tout à l'heure, donc j'essaie de construire quelque chose pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier pour avancer justement dans les propositions aussi. Alors, je vous aurais proposé simplement qu'on reste en contact. J'ai laissé mes coordonnées là. Et puis, qu'on fasse avancer ensemble la réflexion, parce que c'est ça. Il faut faire une révolution de la pêche. Il y a plein de zones de pêche qui sont interdites, et comme les solutions n'ont pas été données aux marins pêcheurs, on leur a dit, n'allez plus pêcher là. Certains qui essaient d'aller pêcher dans d'autres zones se retrouvent en train de se battre sur la mer à coups de rame, à coups de ce que vous voulez, avec leurs collègues qui leur disent c'est notre zone, vous n'avez pas le droit d'être là. D'accord? Parce qu'on nous a contenus dans un panier à crabes. Bon, donc il faut pouvoir se propulser plus loin. Par exemple, que désormais on pratique davantage la pêche au large avec d'autres types de navires que la pêche côtière. Bon, il faut aussi provoquer une révolution agricole, parce que les paysans à qui on n'a laissé aucune alternative, on leur dit simplement, il ne faut plus planter, mais ils ont besoin de nourrir leur famille, ils plantent quand même, ils vendent leurs légumes empoisonnés, leurs bennes empoisonnées aussi. Alors, il faut pouvoir proposer d'autres types d'agriculture, depuis les hors-sols, mettre en valeur Marie-Galante qui est en train de se vider, la grande terre, Marianne se vide de sa population, la grande terre également qui est moins polluée que la basse terre. Je dis moins parce que la pollution de la grande terre, elle est en train de monter, elle monte parce que depuis les années 70, on arrose la grande terre, on l'irrigue directement avec l'eau contaminée des rivières de basse terre. Donc il faut des mobilisations citoyennes pour ça. Et bon, et là-dessus, eh bien, bon, plus on sera nombreux et puis plus ce sera efficace. Donc il y a ces deux grandes révolutions-là qu'il faut faire. Et puis autrement, bon, il faut repenser la vie dans le pays. Par exemple, si je parle de l'eau, il y a un document de 2010 qui a été publié par l'ARS. Et l'ARS disait que les usages domestiques des eaux de source, il y avait des gens qui faisaient des captages d'eau de source directement jusqu'à chez eux. Elle disait que vu la contamination chlordécone, les usages domestiques des eaux de source doivent être interdits. Donc il ne faut pas la boire. Parmi les usages domestiques, le principal, c'est aussi la douche. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se doucher avec. Mais ça veut dire qu'il ne faut plus prendre de bain de rivière. Et il y avait un texte de 2008 qui a été rappelé par Pascal Jean, et un arrêté préfectoral qui disait qu'il fallait une signalétique, il fallait indiquer le long des rivières
qu'il ne fallait pas pêcher ce qu'il y avait là-dedans. Déjà, l'ARS a demandé qu'on informe la population qu'il ne faut pas faire ces usages-là, donc ça veut dire qu'il ne faut pas se baigner dans les rivières. Aucun maire n'a mis de panneau, ni pour le bain, ni pour la pêche. Et puis le week-end, la population va se baigner, va pêcher, va faire tout ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de panneau. Aucun de nos maires. Est-ce que c'est pas voulu parce qu'il y a aussi le tourisme aux Antilles? Parce que mettre des panneaux, c'est aussi dire aux touristes de ne pas se baigner et ça tue un peu le tourisme. Je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui est pris en compte. Alors en 2017, j'ai reçu un professeur américain, il s'appelle Ernst, j'oublie son truc. Alors donc il était professeur à l'université de Gettysburg et également il enseignait à l'école navale des États-Unis. Il m'avait envoyé des mails avant et m'avait demandé s'il pouvait me rencontrer avec quelques étudiants pour parler de cette molécule, du chlordécone. Donc je lui ai dit ok, ils sont venus, j'avais fait quelques photocopies, je m'attendais à recevoir peut-être 5, 6, 7 personnes. Il est venu avec une trentaine d'étudiants. Bon, et son problème était le suivant, comprendre le devenir, l'impact que ça avait eu chez nous, mais son problème c'était aussi de savoir si les touristes américains qui venaient en Guadeloupe et en Martinique étaient suffisamment préservés du chlordécone. Bon, c'était ça son problème. Et ensuite, il a publié en arrivant un article dans une revue qu'il m'a envoyé et il m'a annoncé qu'il devait donner une conférence sur une radio à Washington, etc., etc. Bon, donc les Américains, ils commencent à le suivre de très près. Donc si la France fait la politique de l'autruche et elle ne veut pas aborder ces problèmes, notamment par peur de l'impact sur le tourisme, mais les Américains en tout cas sont déjà sensibilisés. Vous avez pu être contaminé dans l'ancienne compagnie? Ils ont décidé de sacrifier leur population, de ne rien faire. Et de ne même pas informer les gens qu'ils ont une contamination. Je ne sais pas si la Suède est sur la liste. Elle est sur la liste. Bon, voilà. Donc, y compris elle. Tous ces pays ont été contactés justement par la France pour dire faisons quelque chose ensemble parce que vous êtes comme les Antilles. Tous ont décliné l'invitation. Mais on est envahi de mais ils n'ont pas de gestion publique de cette crise-là. Et la mission de l'AFSET, c'était d'évaluer déjà les politiques publiques mises en place pour cette crise. Il n'y en avait aucune de mise en place. Vous ne pas non plus alerter trop la population dans la mesure qu'il n'y a pas de solution. Je sais qu'il ne veut pas trop alerter la population non plus dans la mesure qu'il n'y a pas de solution. Tout est à faire. Oui, c'est ça. Donc, il faut le faire. Voilà. Si c'est de gagner du temps, j'espère qu'ils nous réfléchissent. Je voudrais juste poser une question aux scientifiques. Est-ce qu'il y a des études, des recherches en ce moment pour envisager éventuellement une dépollution des sols ou arriver à terme avant les 400 ans, vous avez dit est-ce qu'il y a un espoir quelconque pour arriver à voir la fin du chlordécone? Merci. Du coup, je me permets de revenir sur votre question. Moi, ce que je trouve fondamental dans cette question de la chlordécone aux Antilles, c'est de profondément respecter les capacités des populations à se faire leur propre opinion et leur donner une information le plus juste possible pour que, en tant que citoyens, ils puissent d'eux-mêmes
se poser les questions de responsabilité, d'usage et tout ça. On a mêlé pour l'instant des différents discours qui révèlent de la complexité de la situation. Ça a été mentionné effectivement des populations, il y a des pêcheurs qui le savent, qui mettent des casiers dans des zones d'interdiction totale de pêche et qui vont manger ces poissons. D'accord ? Donc il faut faire attention effectivement aux conséquences et aux projections effectivement que peuvent avoir les populations. Et cette notion de projection des populations, peut-être que pour certains pêcheurs, ce n'est pas le cas. Moi j'ai discuté avec certains d'entre eux, on a mené des études d'anthropologie sur la pêche. Eh ben, c'est cette représentation du mal et de la possible contamination qui est importante pour travailler la population, puisque si finalement sciemment un pêcheur peut effectivement manger des crustacés qui sont très contaminés, il le fait de son propre chef, il le fait en étant informé, d'accord ? Et c'est toutes ces notions-là que je trouve qui sont importantes, c'est des notions de trajectoire, ça a été un peu mentionné, et de représentation des populations, et c'est travailler ça pour comprendre les populations, qui pourra aider effectivement cette analyse à faire que les populations pourront se choisir des trajectoires en termes de capacité de représentation et puis de capacité pratique. Des fois, éventuellement, ils n'ont pas forcément le choix. Je vais essayer de revenir à votre question qui est absolument pertinente, sur laquelle je noie un peu le poisson parce que je ne suis pas agronome de formation et je ne travaille pas à l'INRA, et l'INRA travaille effectivement sur ces problèmes de décontamination des sols. Il y a eu différents chiffres qui ont été annoncés. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on sait en fonction, et donc c'est assez important que les études soient, enfin, moi, en ce qui me concerne, relativement précises. Je ne pourrais jamais vous sortir, effectivement, un chiffre moyen de contamination dans un poisson. Je trouve ça que c'est tuer, effectivement, la connaissance et c'est prendre les gens pour des cons. D'accord ? Si le taux est variable, c'est mon devoir de scientifique de mesurer la variabilité du taux. Et c'est mon devoir scientifique d'informer au plus juste les populations. C'est important de savoir que le poisson-lion, c'est pas bien. Aujourd'hui, on le mange pour l'éliminer, mais qu'éventuellement, tel poisson, c'est moins pire. Et le fait de pas bien ou de moins pire, c'est assez important, effectivement. On fait tous ce choix tous les jours dans nos choix, même effectivement ici sur Paris, marcher à pied, prendre le métro. On a tous des choix de citoyens, et effectivement, on est tous aussi. Je reviens sur la contamination. Donc, aujourd'hui, on sait effectivement, enfin on sait, comme je dis, c'est pas moi, en fait, le taux variable effectivement de capacité d'accumulation, ça a été mentionné dans les différents végétaux. Il y a du travail qui est fait effectivement sur ça. Il y a des terres qui ont été traduites comme impropres à l'utilisation. Il faut juste savoir que effectivement c'est des terres qui sont condamnées. Je comprends bien qu'on veuille les restaurer, mais dans certains cas, potentiellement, ce n'est juste pas possible. Il ne faut pas demander l'impossible là où il n'a pas lieu. Je dis ça, est-ce que qui que ce soit d'entre vous voudrait aller sur un site connu, pour revenir, être un peu plus précis, ce que j'ai montré un petit peu, donc l'INRAE a travaillé, l'étude que je montre travaille aussi à ça, de possibilités de dégradation, donc il y a différents laboratoires qui travaillent de ça, dans les sols et hors sol, notamment la lumière pourrait aider. Ce que j'ai montré sur les bactéries où on avait des génomes, c'est exactement ce qui fait ça. On parle de consortium pour essayer de savoir comment on peut arriver à dégrader potentiellement cette molécule sur le terrain. Donc il faut effectivement deux choses, c'est-à-dire prévenir les populations du danger et du risque. Et tout le monde est intelligent, moi je suis persuadé là-dessus. Si on leur donne la bonne information, les gens sont en capacité, d'accord, de faire leur choix. D'accord, sous contrainte évidemment économique, on est bien tous d'accord là-dessus, mais effectivement c'est ça qu'il faut faire. Et sur les sols, effectivement, qu'il y ait une partie du territoire qui soit devenue impropre, je n'ai pas l'idée du chiffre, c'est une réalité sur laquelle il faut travailler, sur le processus de dégradation. Mais je crois qu'il faut surtout faire sur la chlordécone, c'est au moins pour moi, je parle, il y a des conséquences qui sont évidemment des divisions politiques, de responsabilité et tout ça, qui ne sont pas les mêmes questions que les questions du territoire, d'écologie, de réalité, de contamination en fait. Et il faut effectivement, en tant que citoyen, individu, essayer de séparer les deux choses pour effectivement pouvoir différencier quand on fait des choix. Il faut, à mon sens, pas effectivement mélanger un désespoir effectivement de non-décontamination technique
d'un sol avec éventuellement un désespoir d'un paysan qui est propriétaire de ce territoire. C'est Non, en fait, je veux effectivement dire, pas est-ce une qu'il y a question. un espoir? C'est ça, c'est pas trop. On sait, mais est-ce que c'est possible voilà. C'est possible de décontaminer à plus ou moins long terme, je vous dis, c'est ça. Ouais, voilà, enfin, la seule question, la seule réponse nette aujourd'hui, c'est effectivement à plus ou moins long terme. Il y a des gens qui travaillent dessus, mais Est-ce qu'il y a des études il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle qui peut être fait, mais il y a des travaux qui sont faits. D'accord. Moi, si je vais cette fois-ci, comme les autres fois-ci, la réponse, ça a été donné aussi en octobre, c'est les recherches sont en cours. Bon, les recherches Est-ce qu'ils sont en ont les cours. crédits pour? Ça, c'est une autre histoire. Les chercheurs vont toujours trouver qui n'en ont pas assez. Alors, je voudrais dire qu'il y a aussi une science de l'information qui est appliquée aux Antilles par l'État français. Il y a quelques années, par exemple, je l'ai relevé, ça m'avait marqué. Ils avaient choisi un mardi gras au mercredi décembre pour annoncer qu'il y avait 3 espèces de crabes qu'il ne fallait plus manger. Ils ont dit ça au journal d'information. Ils ont même pas montré les photos et ils sont passés au titre d'après. Mardi gras au mercredi décembre, c'est en 2014, j'ai la date précise. Alors, l'information aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure du syndrome de Carolina, elle est donnée sous forme de plusieurs petits morceaux, donc sous forme élémentaire, sans relier les éléments entre eux. Il y a même des gens qui pensent que la crise elle est résolue, que c'est fini. Bon, donc on vous informe de telle sorte que vous ne compreniez rien. Pourquoi vous n'y croyez pas? Pourquoi vous n'y croyez pas? Et là, par exemple, on peut vous dire, patience, la recherche avance, mais en attendant, les filtres d'eau, ils ne sont pas régulièrement saturés. Alors je prends un exemple. L'année dernière, cette année, au 1er février, il y avait le grand débat national consacré à l'outre-mer. Macron recevait des élus d'outre-mer à l'Élysée. Il y a eu une intervention du docteur Beaugendre, maire de Capesterre-Belle-Eau, ancien député. Et donc il a rappelé qu'en octobre 2018, il a reçu un courrier de l'ANSES, de l'ARS, lui disant, donc l'Agence régionale de santé, que les filtres étaient saturés, que c'était de l'eau chlordéconée qui passait par le robinet et qu'il fallait prendre un arrêté d'interdiction de boire l'eau de Capesterre pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Il a un premier adjoint, M. Randini, Hugues Randini, qui, donc il l'a non, ça il ne l'a pas rappelé, mais bon, on en trouve des traces sur Internet, qui dans un communiqué a dit, mais et les hommes et les enfants qui sont plus grands que ceux de 6 ans, pourquoi nous devons boire de l'eau comme ça? Enfin, Beaugendre, lui, ce n'était pas ce qui le choquait. Ce qui le choquait, c'est que l'eau de Capesterre dessert des dizaines de milliers de foyers dans différentes communes et que l'ARS n'a pas demandé aux autres communes de cesser de consommer l'eau. Bon, et donc, lui, il a promulgué son arrêté et il a constaté simplement que l'eau contaminée était consommée dans les autres communes aussi, continue d'être contaminée. Moi, je me demande comment vous êtes élu, comment vous êtes médecin, vous constatez qu'on est en train d'empoisonner le reste d'une population, vous fermez votre gueule. Moi, ça me gêne. Voilà. C'est de la soumission. Et ce qu'on n'a pas demandé aux chimistes, principalement minéral, pour essayer un peu de créer des antidotes chlordécone. Parce que j'ai fait des études d'agronomie, j'ai vu dans quelle mesure ils ont essayé de travailler sur certains sols qui étaient pollués, qui ont excès de minéraux, tout ça. Donc je crois avec les chimistes, ils peuvent trouver la solution. Après, pour à la suite, restaurer les terres et les eaux. Alors, à l'Université des Antilles, puisque j'enseigne aussi à l'Université des Antilles, je suis enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, on a plusieurs laboratoires de chimie, et notamment un qui s'appelle le Covachim,
qui est dirigée par un professeur, Sarah Gaspard. Sarah Gaspard, bon, c'est une amie. Elle se plaint de toute façon de ne pas avoir les moyens de travailler. Bon, il y a Soazic Lemoine qui nous disait que pendant 1 an et demi, elle est en biologie marine, 1 an et demi, comment dirais-je, non, ces aquariums, ils étaient vides. Ils étaient vides parce que, eh ben, elle n'avait pas les budgets pour faire ces programmes de recherche. Alors je ne sais pas, depuis qu'on a mis une belle pagaille en décembre 2017, janvier 2018, c'est là que la conférence de la Martinique a été programmée en catastrophe par le gouvernement. Je ne sais pas si depuis, elle a des sous, mais elle était à sec. Elle a déclaré ça à la radio sur Guadeloupe Première, en même temps d'ailleurs que Sarah Gaspard. Ils n'ont pas les moyens de chercher. L'État ne leur donne pas les moyens de chercher. On nous a empoisonnés, on nous dit maintenant démerdez-vous tout seul. Mais l'Europe, normalement, ils ont des fonds maintenant pour financer. Oui, mais l'Europe, il faut que ce soit relayé par la France. Hein. Si le gouvernement français, bon, il vous tord le cou, l'Europe ne va pas vous entendre. Les laboratoires. Je vais essayer de faire court, je vais juste revenir, puisqu'on me mentionnait, je ne vais pas répondre à la question malheureusement. Sur des antidotes, le mot n'est pas juste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un antidote contre la molécule, effectivement il faut travailler sur ces processus de dégradation, sur ces molécules chimiques. Un travail qui est fait, je vais juste répondre effectivement, est-ce que le financement de la recherche, je suis désolé, puis je ne suis pas ici pour me plaindre, est une question générale ou spécifique des Antilles. En fait, ce n'est pas une question spécifique des Antilles, je vous donnerai moi mon budget annuel, je suis au Muséum national d'histoire naturelle, j'ai 2 000 € par an pour travailler, d'accord? C'est ma dotation annuelle de travail. Donc du coup, il faut effectivement mettre... donc du coup, il ne faut pas mélanger toutes les causes. C'est-à-dire qu'effectivement, on puisse ne pas avoir d'argent à un moment donné pour travailler sur une question de recherche, indépendamment de l'importance de la question. C'est des questions, effectivement, qui sont des questions nationales. Et donc, il n'y a pas de prioritarisation à faire de plutôt des pauvres ici que plutôt des autres. Et je veux juste, effectivement, essayer de mentionner une chose. Je ne connais pas, effectivement, les données sur l'Europe, sur lequel... pour moi, c'est un grand flou, mais l'un des intérêts, effectivement, potentiellement, de porter la question à l'Europe, c'est effectivement de toucher plus de fonds européens. C'est très très simple, en fait. Hein. Et c'est pour ça que c'est questionner les autres États, c'est ça. À ma connaissance, j'ai aucune connaissance sur de la contamination dans les autres pays, mais c'est parce que j'y connais rien. Mais effectivement, c'est des questions qui sont stratégiques. Et effectivement, pour chacun, notre question elle est plus importante, mais on pourrait faire venir ici des gens qui travaillent à l'INSERM sur des maladies transmissibles qui touchent des enfants, qui pourraient vous faire ces discours aussi, qui pourraient nous faire pleurer effectivement sur le financement de la recherche. Donc il faut y faire attention. Et il ne faut pas dire effectivement qu'il y a une spécificité des dotations publiques aux Antilles. D'autres problèmes pour le financement de la recherche que vous connaissez aussi bien que moi, même mieux que moi, qui sont spécifiques cette fois-ci éventuellement à l'Université des Antilles, mais qui ne sont pas un problème général. Je suis désolé de cette discrétion sur le financement de la recherche. Une précision, celle de William Dab. William Dab avait été ancien directeur général de la santé, il avait été aussi président du comité scientifique international des plans chlordécone 1 et 2. Et lorsqu'il a retrouvé sa liberté de parole en 2012, après avoir démissionné, il a donné une conférence à la maison d'Achigny à Paris. Il disait que le cas des Antilles était pour lui unique après une carrière pendant laquelle il avait sillonné le monde, justement, sur des situations de catastrophes sanitaires, parce que c'était les seuls territoires qu'il connaissait où les populations étaient obligées de vivre sur un sol contaminé, de planter les biologistes d'élever leurs animaux sur le territoire contaminé, puis de les manger. Bon, donc il disait qu'il n'avait jamais vu ça ailleurs. La quasi-totalité de la population contaminée par un seul toxique. Et le chlordécone, il est, selon le docteur Multinier et ses recherches, études hibiscus, etc., le produit le plus répandu dans les cours d'eau aux Antilles et dans le sang des Antillais. Donc on a quand même des spécificités qui montrent
que nous sommes menacés de génocide. Moi, j'appelle ça comme ça. J'appelle ça comme ça. Nous sommes en cours de génocide et qui voudrait que l'État fasse quelque chose pour qu'on puisse en finir avec cette situation, sauf s'il considère que nous sommes des citoyens de seconde zone. Mais il suffit de regarder l'ensemble de l'outre-mer français. La Polynésie, c'est le nucléaire, la Guyane, c'est le mercure, et les Antilles, c'est le chlordécone. Dans les colonies, c'est ça. C'est dans les colonies. Je vais te donner un fait, je suis désolé, monsieur, je relance le micro. Je voulais juste que, mais vous le savez sûrement aussi bien que moi, se rencontre, effectivement, c'est un problème qui est très important, on est bien d'accord, mais ça reste compliqué pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que une analyse, d'accord, de chlordécone, ça vaut 100 balles, d'accord, ça vaut 100 € une analyse, une seule analyse de la chlordécone. Vous comprenez à partir de là l'ampleur qui se pose, et elle est bien légitime, pour les élus, pour l'État, pour les populations aussi, d'avoir l'information. Aujourd'hui, il y a une lutte qui est assez importante, qui s'est commencée à s'ouvrir un petit peu en Martinique, moins encore aujourd'hui en Guadeloupe. C'est effectivement ce coup de cette analyse et la nécessité des populations d'avoir accès à ça. Je dis ça parce que non pas que les études épidémiologiques qui ont été faites sont fausses ou pas, mais c'est qu'elles concernent effectivement, c'est toujours pareil, un échantillon, tant que faire se peut, représentatif des populations. Et aujourd'hui, il y a une vraie question, c'est que la population souhaiterait être plus informée. Il y a des gens qui voudraient pouvoir faire leurs tests, savoir effectivement quel taux de contamination ils ont, et ils n'ont pas forcément accès à ça. Et là, pour moi, je vois des vrais enjeux stratégiques qui sont importants pour les populations, qui sont importants pour tout un chacun, d'évolution, pour effectivement chacun sache s'il est un peu, beaucoup, pas contaminé. Et il y a plein de gens qui ne veulent pas savoir. Moi, j'étais à des conférences, évidemment, en Guadeloupe sur le sujet de la chlordécone, où il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Effectivement, moi, je ne sais pas si, je ne vais pas assez souvent, mais je ne sais pas si je voudrais savoir, et la question se pose à tout un chacun. Est-ce qu'on veut effectivement savoir notre taux de contamination, notre probabilité d'avoir une maladie? C'est pas certain. Et donc ça, c'est un droit individuel. Et je trouve que c'est des réflexions qui sont assez importantes pour ces populations, évidemment, particulièrement à risque et touchées, et pour l'individu de façon plus générale. On va prendre deux dernières questions. Madame dernière. Voilà, je voulais justement, je vais savoir par rapport aux terres, donc c'est pas contaminé partout de la même manière, donc est-ce qu'on protège les terres les moins contaminées ou voire pas du tout? Empêcher par exemple certaines constructions en béton, par exemple sur une terre, est-ce qu'il faut mettre un immeuble sur une terre qui est quand même, on pourrait encore utiliser pour l'agriculture, et réserver par exemple, est-ce qu'il y a des lois qui empêchent de contaminer ces terres qui pourraient être encore utilisables par d'autres choses, le béton, autre chose, je veux dire. Vous voyez? Et donc, j'aimerais aussi savoir, moi, si je donne mon opinion tout à fait personnelle, c'est que les Antillais, pour moi, c'est des rats de laboratoire, et ça date pas d'aujourd'hui. Parce que, bon, là, le capitalisme dur, ça a commencé avec l'esclavage, donc, je veux dire, la mondialisation aussi, ça a commencé avec nous. Et beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui ont déjà été expérimentées. Si on y réfléchit bien, moi parfois je suis surprise, on présente beaucoup de choses positivement, mais si on réfléchit bien, ça c'est déjà vécu par les Antillais. Ne serait-ce qu'au niveau de la famille, comment les familles ont été démantelées, comment le maître a donné beaucoup de pouvoir à la femme, pas pour son émancipation, mais parce que ça l'arrangeait, et que ça a été utilisé pour bien d'autres choses que pour le bien-être des gens. Il faudra aussi, bon, c'est pas un sujet qui concerne que les Antillais. Vous voyez que on regroupe tout le monde dans les villes. Les villes représentent 2% de la population, de la surface, il paraît, habitée.
mais utilisent 72% de tout ce qui est des ressources. Donc les autres qui sont en dehors meurent de faim parfois. On a des paysans qui meurent de faim et qui viennent gonfler les bidonvilles. On entend tout positivement, comme par exemple, avec la Smart City, vous allez avoir de l'assistance, mais on ne parle pas du contrôle des gens. Et donc on dit, il ne faut pas faire d'enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre, mais on voit dans le Sud arrêter de faire des enfants, par exemple. Complètement. Il y en a qui... Et donc on a quand même... on a plein d'autres molécules qui tuent les gens, tout simplement. Les cancers, c'est partout, il y a plein de cancers. Donc, est-ce que, il faudrait... Je pense qu'il devrait avoir une solidarité et de voir que si nous, on arrive à être résilients, ce sera pour nous et pour les autres, et de faire voir aux gens que ça ne concerne pas que les Antillais. Les Antillais, c'est simplement, ils ont été souvent, pour moi, ils sont là pour expérimenter des choses qui après les gens ne sont pas à l'abri par la suite de subir les mêmes choses. Même si la forme, la manière de présenter les choses sont différentes. Il y a personne qui veut intervenir. Je voulais m'adresser à vous. Vous êtes chercheur, je trouve que vous êtes très pondéré sur la situation. J'entends souvent effectivement de complexité, mais je pense que quand même, comme l'a rappelé M. Verdol, effectivement, on est dans une situation très particulière aux Antilles. Il y a urgence, et on a parlé d'empoisonnement, vous avez parlé de génocide. Le mot, je pense qu'il est approprié. Et vous savez, je vis régulièrement en Guadeloupe, et quand j'entends les avis d'obsèques, ils commencent de 13h45 et parfois jusqu'à 15h. Ça m'attriste profondément. Je pense pour certains Antillais qui vivent dans l'Hexagone, qui sont branchés sur les radios locaux, peut-être qu'ils entendent aussi, ils ont peut-être la même réaction. C'est-à-dire que quand il y a, parmi les décès, il y a parfois 30% de nos familles qui décèdent par rapport à l'impact du chlordécone. Et très peu de nous, même localement, le savent. Et ça, c'est profondément terrible. C'est-à-dire qu'il y a non seulement il y a un mensonge qui est fabriqué, parce qu'on est une société qui est issue d'une fabrication. On a l'impression, on revit l'histoire. C'est pour ça que, effectivement, le mois de mai, c'est toujours un mois de mémoire, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et l'histoire se répète à chaque fois. C'est une douleur profonde, qui n'est pas encore cicatrisée, qui prendra du temps. Peut-être pire que le chlordécone. Ça fait 2 siècles et demi d'esclavage. Le chlordécone, c'est un empoisonnement qui est issu d'un système colonial, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a un système qui s'appelle l'ARS, l'Agence régionale de la santé, ne fait aucune politique de sensibilisation claire envers la population, notamment des jeunes, alors que c'est sa mission première. Vous, en tant que spécialiste, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, votre regard, et M. Verdol, votre regard là-dessus. J'ai aussi entendu parler de la proposition qu'avaient fait aussi certaines personnes localement, Henri Joseph, de planter par exemple des citronniers ou des manguiers sous la région sud Basse-Terre, la Côte-Soulevant, la région qui est directement impactée principalement par le chlordécone. Est-ce que ce sont des propositions qui vont aussi dans le bon sens pour diversifier l'agriculture en fonction de cet empoisonnement? C'est ma question. Merci pour la question, et votre remarque est parfaitement pertinente. C'était la posture que j'avais choisie en fait, d'être là pour donner de l'information. Je l'ai redit tout à l'heure
moi, le fondamental pour moi et mon rôle ici, c'est effectivement donner à la population l'information la plus juste possible. Je crois à une propre capacité des populations d'autodétermination sur une base juste. Je dis ça parce que moi je suis comme vous, hein. Moi, ce qui m'altère parfois effectivement aux Antilles, c'est que des fois une mauvaise information qui leur est donnée, je trouve comprendre des fois les gens un peu pour des cons. D'accord ? Et que le mélange, même sur cette question qui est, comme vous l'avez rappelé, d'un intérêt fondamental pour la santé des populations et leur devenir, on leur raconte des conneries. D'accord ? Et c'est en ça que ma posture de scientifique, et puis je suis venu ici en tant que ça, vous êtes venu, et vous avez raison, en tant que citoyen, et vous me questionnez en tant que citoyen. Et donc je vais avoir du mal à y répondre en tant que tel. Moi je vis 2 mois par an en Guadeloupe en fait, voire un peu plus à l'heure actuelle puisque j'y suis assez souvent pour mon travail. J'ai appris à comprendre, essayer de comprendre les populations, cette trace historique dont vous parlez sur l'esclavage. Moi j'ai mes meilleurs amis qui sont effectivement des experts en termes d'esclavage, notamment en Martinique, au LC2S, monsieur William, qui est l'une des personnes qui a longtemps travaillé sur cette question-là. Il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas me prononcer, d'accord, puisque je n'ai pas la trace du vécu historique, je n'ai pas ce rattachement, d'accord. Donc, je parle par rapport à cet esclavage, j'ai personne que je connais, à part monsieur William et tout ça, qui ont vécu ça dans leur sang, qui continuent à le vivre. Et donc, du coup, je ne peux pas me prononcer sur effectivement, ce qui est fait dans certains cas n'est pas à la hauteur, effectivement, de la catastrophe. D'accord ? Je vais être très très clair à ce niveau-là. Mais ce qui est important, mis à part effectivement des choses qui sont importantes, qui sont de la population, je fais très court, de poser la question de la culpabilité, je trouve qu'important pour tout le monde, c'est et alors l'avenir en fait, parce qu'on a tous des enfants potentiellement, et ce qui est important, c'est éventuellement d'accuser l'État qui en 1976 n'a pas fait, mais ce qui est important, c'est les gamins demain, qu'est-ce qui se passe. Et donc trouver des solutions effectivement, ou des réflexions à ces enfants-là, c'est une question qui est complètement différente. Pour moi, c'est une question d'écologie, de travail sur le territoire, de travail sur l'usage des terres, mais qui n'est pas une question de responsabilité du maire, peut-être voisin, ou de l'État. Et cette non-différenciation entre les deux qui me dérange en fait. Et donc du coup, et vous avez raison, je trouve que, et c'est pour ça que les questions se mêlent, parce que le territoire est petit, parce que le vécu est lourd, parce que les choses se surimposent. Je dis ça, on pourra peut-être éventuellement la prochaine fois parler des sargasses, et ça va être effectivement une chose en plus qui se pose au territoire. Et moi je suis là pour effectivement réfléchir et travailler sur des solutions d'avenir. C'est pour ça que vous me payez, et c'est mon rôle ici d'essayer de réfléchir à ces solutions d'avenir, de vous entendre pour savoir quelles sont les questions les plus importantes pour vous. Après, en tant que citoyen ne vivant pas là-bas, effectivement, la condition est très compliquée. Je pense que malheureusement, pour le bien-être local, d'accord, des populations, il y a d'autres questions qui sont tout aussi cruciales. D'accord ? C'est un peu affreux à dire, il y a d'autres questions qui sont aujourd'hui tout aussi importantes que la question de la santé. Je proposais à nos 3 intervenants à la fois de répondre, mais aussi de conclure, afin qu'on puisse prolonger après les débats autour d'un petit buffet qui vous patiente et qui me permettra aussi de penser à mon équipe et de les libérer, puisque demain matin, l'établissement ouvre à nouveau. Donc, on repart de ce côté. Oui, donc je vais répondre rapidement. Concernant les terres, il y avait une question, est-ce que les terres sont protégées? Elles ne sont pas protégées. Justement, il serait important de pouvoir geler les terres contaminées jusqu'à ce qu'une solution de décontamination intervienne. Parce que le pire, c'est que ce sont souvent les sols les plus fertiles qui ont été contaminés. Mais aujourd'hui, si vous voulez lotir ou bétonner, bon, vous obtenez du meilleur déclassement des sols et puis vous lotissez, vous bétonnez, quoi. Bon, donc c'est ça. Donc c'est un chantier important à faire.
L'autre chose concernant par exemple la proposition qui a été faite par Henri Joseph de planter des manguiers ou des citronniers, je pense que on devrait pouvoir lancer des programmes de recherche pour voir si il n'y a pas comment se présente pour l'ensemble des végétaux la problématique qui a été détectée pour les bananiers, c'est-à-dire qu'en sol très contaminé, les 2 premières mai se révèlent très contaminés aussi. Mais si on mélange dans l'ensemble, on dira c'est pas contaminé. Et donc, par exemple, en 2017, il y a une étude qui a été produite par l'ARS Martinique, qui a été coordonnée par Éric Godard, et elle montrait qu'un échantillon d'eau de coco présentait des traces de chlordécone, mais on ne sait pas si c'est accidentel ou pas. Ouais, mais pour trancher, il faudrait faire des études sur les cocotiers qui ont poussé dans des sols contaminés. Et pareil pour tous nos végétaux, puisque nous en sommes réduits à ça. Sinon, on dira, yaka, mais il faut faire les études correspondantes. Voilà, alors pour conclure, je dirais que c'est un très grand chantier qui s'ouvre à nous, mais que nous n'avons pas le droit de baisser les bras, ne serait-ce qu'au nom de tous ces enfants qui montent, et pour faire en sorte que nous n'ayons pas tellement de générations sacrifiées. Donc il faut que nous mettions ensemble au pot commun notre intelligence, notre inventivité, notre créativité pour repenser littéralement un avenir pour nos pays. Comme je l'ai expliqué dans le cadre de l'étude Kawi-Prostate. Bon, voilà, et donc moi je souhaite continuer à m'y impliquer, non seulement en tant qu'universitaire, de sciences sociales, c'est-à-dire voilà, sciences sociales, mais aussi en tant que responsable d'association. Merci. Oui, moi le point sur lequel je voudrais insister, c'est vrai que comme M. Pascal Jean l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les erreurs du passé, malheureusement, on ne pourra pas trop agir dessus. Par contre, aujourd'hui, on doit être force de proposition et travailler ensemble. Donc, j'aurais 2 petites questions qui reprennent peut-être déjà ce que M. Verdol a dit. Donc, je vais laisser répondre rapidement tout à l'heure. Mais c'est à savoir, aujourd'hui, comment on peut se mobiliser avec lui, parce que lui, il a créé une association dans ce sens-là. Donc, comment on peut se mobiliser avec lui pour régler, du moins pour participer à la résolution de ce problème sur le long terme. Et aussi, il y a un élément auquel je voulais dire qu'il faut être vigilant, parce que c'est quelque chose qui s'est produit, et aujourd'hui, il faudrait qu'on soit vigilant pour que la même chose ne se reproduise pas. Parce que justement, le docteur Pascal Jean disait que le chlordécone a été arrêté, mais en fait, il a été remplacé par autre chose. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a autre chose qui reprend la main et qui continue à nous polluer, voilà. Donc en fin de compte, là-dessus, c'est évidemment, c'est la molécule qui est présente partout, parce que je pense qu'elle a transité et qu'aujourd'hui, elle se retrouve à tous les niveaux. Mais peut-être qu'il y en a une qu'on utilise aujourd'hui ou qu'on a utilisée il y a 20 ans, d'après ce que vous nous avez dit dans votre présentation, et qui est peut-être aujourd'hui en train de se manifester, et l'association des deux, chlordécone plus la nouvelle molécule, est en train de nous mettre... voilà. Donc, c'est-à-dire que être vigilant, et surtout travailler aujourd'hui à voir comment on pourrait améliorer les choses pour le futur, tout simplement. Mais je vais passer le mot de la fin à M. Pascal Jean. Je vais essayer de faire court, je ne me sens pas la légitimité de finir malheureusement ces débats, puis je suis content qu'on les continue autour d'un verre, parce que déjà j'ai l'avoir brillé, et puis c'est plus sympa, et c'est aussi pour ça que je vais effectivement dans les Antilles. Et c'est cette caractéristique humaine, effectivement, des populations. Ce que je veux dire, c'est qu'au travers de ça, je vais un peu revenir sur ce qui a été dit. Je crois, pas toujours, d'accord, mais dans certains cas, à la créativité et possibilité de proposition des populations
pour résoudre certains des problèmes. Je vais juste donner un exemple. Au port d'Oricisque, donc on est à Pointe-à-Pitre, c'est tout petit, hein, c'est un micro-port, il y a très peu de pêcheurs. Eh ben, ils ont mis en place, eux, un système pour pouvoir avoir un gros bateau, d'accord, pour pouvoir aller au large, faire une pêche, effectivement, qui soit loin de ces zones-là. Ça a été pas fait par le comité des pêches, décidé par le comité des pêches, c'est effectivement les pêcheurs sur ce petit port, en fait, qui ont décidé ça, ce qui montre effectivement que les populations, si on leur donne les moyens et si on va les écouter, peut-être qu'elles auront effectivement des alternatives qu'aujourd'hui ne sont pas mises en place. Et c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est potentiellement dans l'écoute de ces populations qui ont travaillé sur ces terres, qui voient effectivement des alternatives. Je dis ça parce que moi je ne connais rien sur... Je vais m'arrêter là-dessus sur le citron ou sur la mangue, mais peut-être que ça ne marche pas et que les populations elles savent très bien que de toute façon là, le citronnier, il ne tiendra jamais et il partira à la première tempête. Donc effectivement, je vais revenir sur le fond du débat, c'est une question cruciale, c'est un exemple dramatique effectivement qui s'applique à l'échelle de des territoires entiers sur des questions pérennes, et donc il faut effectivement continuer ces actions-là pour dénoncer. Enfin, pas forcément dénoncer contre, mais au moins pour crier effectivement d'une situation pour effectivement, et vous le dites justement, que ça ne se passe plus. Et je voudrais finir sur effectivement ça, donc vu que moi j'espère croire à l'avenir, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi aider les populations à pouvoir mettre en place des alternatives. Je reviens sur ma question, mais le pêcheur qui n'a pas d'argent, il ira toujours dans les zones contaminées pour pêcher son poisson, et il va continuer d'en manger celui-là, en toute conscience en fait. Quoi. Aider effectivement, c'est ce développement économique, et c'est ce développement de trajectoire économique, et on le sait très bien, c'est aussi pour ça que la question de la contamination en chlordécone se pose aujourd'hui dans ces territoires, parce que l'économie est faible, et malheureusement je crois que c'est l'un des leviers, je ne parle pas d'économie pour l'économie, mais effectivement pour trouver des alternatives, et que les gens aient le choix de faire un choix vrai, ou le plus possible, sans chlordécone, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont effectivement pas de choix, ils vont aller utiliser de l'eau contaminée, ils le savent, ils en mourront, mais quelles sont les alternatives? Mais je préfère finir sur une note d'espoir, je crois vraiment fondamentalement, au moins en partie à l'existence d'alternatives, et je pense qu'il est grand temps d'aller prendre un verre parce que je raconte vraiment du conneries. Je pense qu'on peut applaudir nos trois intervenants. Je tiens à vous remercier aussi en tant que public, parce que c'est un sujet qui est sensible. On n'avait pas vocation à être exhaustif, mais à poser tous les éléments sur la table pour que derrière, en allant rechercher des personnes compétentes et professionnelles du sujet, que vous puissiez avoir tous les clés ensuite dans vos échanges, dans vos discussions, pour être armé sur ce sujet. Donc comme vous l'avez compris, comme vous l'avez voté, fin septembre, le 27 septembre, on refera une conférence ici, cette fois-ci sur le thème des sargasses. À cette occasion, on reproposera 5 choix au vote. Je rebondirai sur la proposition de M. Verdol. On proposera parmi les 5 choix les 2 propositions que vous nous avez faites, à la fois sur le Memorial Act et la deuxième concernant Victor Schellcher. Je remercie parce que c'est vrai qu'on remercie souvent et on oublie tout le monde. Je remercie à la fois le caméraman qui a permis de faire la captation vidéo, le virage sur les réseaux sociaux. Je remercie Philippe Brody, notre photographe, qui a pris des photos de chacun d'entre vous. Et il est temps de se retrouver autour d'un buffet. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Dernier point, pour celles et ceux que ça intéresse, nous avons un événement qui s'intitule Carnet de voyage, où nous invitons régulièrement des personnes à venir nous raconter des récits de voyage qu'ils ont effectués dans un pays ou dans une ville du monde. Et la prochaine édition sera consacrée à Haïti. Sur vos sièges, vous aviez des flyers avec tous nos réseaux sociaux qui vous permettront de vous tenir informés. Bonne soirée à vous et à très bientôt.